J'ai été contacté par une stratégie et on m'a dit que c'était un échange entre le public et la personne qui a, en tout cas, une discussion. C'est pas une conférence ou c'est pas un cours. Ce que j'essaie de vous expliquer aussi, peut-être qu'il y en aura qui vont expliquer encore mieux ou qui vont expliquer à d'autres personnes. Bon, on a choisi ensemble le thème réussir à rester africain. On m'a expliqué qu'il fallait peut-être parler un peu de mon parcours, un peu personnel, peut-être ça peut inspirer ou éventuellement de ce que j'ai à proposer. Donc j'ai essayé d'utiliser ça en trois parties quand même. Voilà. Premièrement, je vais parler vite fait de mon petit parcours personnel, en tout cas à un certain niveau. Et en deuxièmement, je vais parler, on va dire, dans le vif du sujet. J'ai préparé certaines petites photos peut-être qui peuvent inspirer d'autres personnes. Et à la fin, je vais présenter un peu le mouvement Afrocentricity et la théorie Afrocentricité dont elle se sent défenderesse. Bon, on va commencer. Donc, personnellement, je suis né en juin 78. J'ai mis cette petite photo parce que c'était. J'ai fait des études ici aussi. Il y a longtemps, cette photo date de 88. Et moi, je suis ici là. Il y avait la plaque à l'époque. Donc, et la plupart des personnes qui sont ici là, bon, il y en a encore au moins une quinzaine avec qui on a encore des contacts jusqu'aujourd'hui. Certains sont à gauche, à droite, mais quand on est, il ne sait pas où on se voit quand même. Et la plupart ont quand même changé physiquement, mais la tête reste pareille. On se rappelle des histoires. Donc j'ai fait des études ici au lycée jusqu'à 1994. Après, je suis allé, bon, selon mes parents, aller à en France en 1994, en décembre, en plein milieu d'année. Et là-bas, c'était pour faire des études de maths informatique. Bon, après, la vie là-bas n'est pas toujours simple. On se retrouve à faire. On n'est plus à vraiment aller à l'école à un moment donné et à faire des petits boulots à gauche à droite. Bon, là-bas, quand même, j'ai eu la chance d'avoir. Après, je me suis marié un peu tôt quand même. Et j'ai eu un enfant, et un deuxième enfant. Et c'est peut-être eux qui m'ont fait, à un moment donné, cesser de réfléchir en jeune. Et essayer de me responsabiliser. Ça veut dire que même avant de prendre la fibre, on va dire peut-être africaine ou pas africaine, j'avais déjà un peu, l'enfant m'obligeait déjà à penser à ce que je suis venu faire ici et pourquoi je suis là. Et comment est-ce que je peux vivre pour que lui soit mieux que moi. Bon, ça ce sont mes deux enfants que j'ai. Ma fille est déjà quand même, elle est née en 2000. Ça fait quand même quelques années. Bon, l'idéologie panafricaine, bon, j'ai mis cette photo parce que l'idéologie, on va dire que c'est dans les années 2006 vraiment que j'ai commencé un peu à vraiment m'intéresser concrètement. Bon, j'avais un boulot qui permettait que je sois devant un ordinateur tout le temps et puis j'allais sur certains sites. Et je suis tombé par hasard sur un site qui s'appelle Africa Mad. Et il était différent d'autres sites parce que bon, le problème, bon, j'ai commencé à m'intéresser parce qu'il y avait un problème en Côte d'Ivoire. Le problème de Côte d'Ivoire durait déjà et avec la musique, tout ça, ça faisait que la communauté ivoirienne, je côtoyais beaucoup là-bas, faisait que je m'intéressais un peu à eux. Ils avaient une chaîne de télé là, RTL qui passait un peu là, débat. J'avais l'impression que c'était mieux qu'ici, en tout cas mieux que dans d'autres pays. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire politique. Et au vu de ce qui s'est passé chez eux, j'ai commencé à penser que bon, un pays seul ne peut pas régler les problèmes. Et en me renseignant, en allant sur les sites, je suis tombé sur Africa Mad là, qui avait une autre façon de gérer les informations. Et ce n'était pas que la politique, mais il proposait de. Bon, là, c'est une manifestation avec les Ivoiriens là-bas. Il proposait quand même de conscientiser, avant même d'arriver dans le règlement politique.
c'est là-bas que j'ai entendu vraiment parler de Cheikh Anta Diop, au Benga, au Motombe et consorts. Et c'est là-bas que j'ai fait, bon, en visitant ce site-là, que à chaque fois que je voyais un nouveau nom, en tout cas, je cherchais maintenant s'il y avait une vidéo, s'il y avait quelque chose qui se rattachait à la personne. Bon, vu que pendant au moins 15 ans, en tout cas, plus d'une dizaine d'années que j'avais fait là-bas, j'avais perdu l'habitude de lire. Bon, ça, c'est les livres qu'on me proposait, en tout cas, qui conseillaient les livres. Mais je préférais à l'époque regarder les vidéos ou écouter des audios des personnes, peut-être aller voir directement. J'avais l'impression que j'apprenais un peu plus rapidement. Alors que si je devais m'asseoir dans un livre, attendre des semaines que j'ai fini de lire, tout ça, j'étais peut-être blessé. Donc, on va dire que c'est le dernier nom là. Donc, Gomez, c'est vraiment sur lui. En fait, je suis tombé sur une vidéo de lui et on va dire ça a fait un tilt dans ma tête. Parce que bon, en dehors de la politique, il parlait de plein d'autres choses, que ce soit la culture, que ce soit l'actualité, que ce soit la spiritualité, en tout cas, tout ce qui touchait à l'Afrique, même s'il vivait là-bas. Et il était déjà là-dedans depuis plus de 15, depuis plus de 25 ans. Il avait eu la chance aussi, selon ce qu'il m'avait expliqué, de rencontrer Cheikh Anta Diop une fois, qui avait changé sa façon de voir les choses. Il était même prédestiné à être prêtre, mais bon, après, ça l'a chamboulé. Donc c'est lui là. C'est lui qui m'a fait vraiment changer de façon d'appréhender les événements. Que ce soit les événements, n'importe quel événement. Ça veut dire que tout ce que lui m'a appris à voir, c'est que toute information est à la base en fonction d'un cadre de référence, d'une lunette qu'on a. Donc ça veut dire que on ne peut pas demander peut-être à un Chinois, on vit la même information, mais le Chinois quand il va raconter, ce sera en fonction de son vécu, ce sera en fonction de ses rêves, de son vouloir. Le Japonais pareil. Donc l'Africain, pourquoi c'est différent? Pourquoi la CATV on voit plutôt les extraits de France 2? Pourquoi à France 2 on ne voit pas les extraits de CATV par exemple? Et pourquoi on ne voit pas les extraits de la télé chinoise, de la CATV? C'est par rapport au mental. Donc, avec lui, j'ai commencé à m'intéresser à la lecture parce que bon, on va dire que pour marcher avec lui, il fallait... Bon, lui, je l'avais rencontré à une manifestation des Ivoiriens aussi. Donc, il a parlé devant plein de personnes. C'était même à l'extérieur, sans micro. Et je l'ai trouvé vraiment très éloquent. Il a parlé pendant plus de 30 minutes sans notes, sans rien, sans projecteur, sans rien. Et ça avait l'air cousu. Et malgré que peut-être spirituellement, il n'était pas dans le sens des Ivoiriens, là, il trouvait quand même les mots pour les mettre, pour qu'ils sachent qu'ils sont dans le même bateau. Et à force de le fréquenter les Ivoiriens, je me suis rendu compte que lui, il voulait les aider à panafricaniser leur combat. Parce que bon, au départ, il y avait beaucoup de problèmes d'ethnie, les machins, tout ça. Et au fur et à mesure qu'il les fréquentait, on sentait que même parmi les leaders, le discours devenait autre chose. Donc, grâce aux lectures que j'ai faites, je me suis retrouvé à me poser toutes ces questions que vous voyez, qui sont les questions normalement que chaque être humain devrait s'amener à se poser, devrait terminer à se poser. Donc, d'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Peut-être je suis né où, mais avant que je sois né où, mes parents de mes parents, eux, tout ça. Comment on vit sans savoir d'où on vient? Le fait de savoir où on vient fait que bon, peut-être que si l'enfant naît, on sait déjà vers qui l'envoyer, on sait déjà vers qui aller demander des conseils en étant en confiance. Parce que bon, on peut trouver quelqu'un en route qui ne nous aime pas forcément, alors qu'on se dit que si c'est ma grand-mère, si c'est la grand-mère de ma grand-mère, bon, elle va quand même me donner le meilleur médicament. Qui je suis, voilà, c'est l'identité. C'est peut-être ça le vrai problème des Africains. C'est peut-être pour ça qu'on est obligé de regarder les émissions, en tout cas, à nos chaînes de télé, les extraits des émissions d'ailleurs, alors qu'ailleurs, ils ne savent même pas qu'on existe. En France, si on demande à beaucoup de personnes, ils ne savent même pas où c'est tout le Cameroun. Bon, peut-être avec Boko Haram, maintenant, tout ça, avec les 9 personnes qu'on avait dit qu'on avait arrêté. Peut-être qu'ils entendent comme ça, mais ils ne savent pas. Là-bas, là, quelqu'un parlait de l'obédé. Quand quelqu'un me voyait, bon, africain, lui, il a peut-être connu un Malien. Ah, si je lui dis je vais en Afrique, il dit, bon,
Parce que tu ne le connais pas. Parce que vous n'êtes pas tout à fait. Parce qu'ils ne savent même pas où c'est, ils ne savent même pas comment c'est. Pour eux, c'est un même pays. Et ainsi de suite. Donc, comment faire pour retrouver notre identité là? Pour ça, il faut déjà un gros travail. Et que je suis censé faire? Ce que je suis censé faire, c'est trouver pourquoi on est ici. Parce que si on est là juste pour gagner beaucoup d'argent et avoir de bonnes femmes pour les hommes, et avoir des jolis hommes pour les femmes, manger et à la fin mourir, ça sert à quoi qu'on nous ait créé pour venir là pour ça? C'est peut-être qu'il faut en être. Pourquoi Dieu m'a créé pour que je vienne, je finisse de manger, je fasse un enfant et puis je pars. Quel est le but? C'est ça qu'il faut essayer de trouver. Donc chacun doit trouver intérieurement sa propre mission. Où il doit se l'octroyer, parce que bon, chacun a une petite parcelle de vie. Et où vais-je? Donc ça veut dire après la mort. Ça c'est des questions peut-être quand on est jeune qu'on se pose. Et c'est ce qui fait que peut-être on a envie de faire des enfants ou pas. Parce qu'on se demande. Si je sais qu'en mourant je disparais, de toute façon, je m'en fous. Il peut tuer 15 personnes, 500 personnes, ça ne va rien changer. Puisque de toute façon, je vais disparaître. Mais si j'ai l'impression qu'après l'enterrement, là, je vais aller quelque part, ça va peut-être nous pousser à relativiser beaucoup de choses qui se passent même actuellement. Et à relativiser beaucoup de biens, comme on dit, matériels. Donc, pendant une de ces conférences, on avait parlé de l'état vu amoureux, c'était un béninois aussi, qui avait un concept qui m'avait aussi beaucoup attiré. Il parlait à l'époque de l'autoréférentialité. C'était un génie mort jeune. Il a été tué par son gouvernement. Et c'est quelqu'un aussi qui s'était trouvé la mission. Il marchait avec eux là-bas en France. Mais après, il avait dit qu'au moment des conférences nationales là-bas, c'était le moment pour lui de rentrer. Malgré que tout le monde lui disait que c'était dans la route, tout ça. C'est pas après. C'est bien beau de conscientiser ailleurs. Il faut venir sur le terrain. Et lui, il expliquait que chaque peuple, compte tenu de son expérience, peut concevoir son propre système de gouvernement, son propre système socio-économique et même religieux. Donc, c'est chacun, c'est pas, on ne doit pas attendre que, je sais pas, que les Indiens ou les Turcs, comme on voit beaucoup la Turquie, viennent concevoir notre système ici au Cameroun. On est même dans un cadre d'un parti ici. Et ensemble, on avait monté ce truc-là, la maison des Kamites. On voit un peu, ça semblait bizarre aux gens, mais ça s'appelait comme ça, c'était une association qui existe toujours. Ça s'appelait la maison des Kamites Marcus Poussia Garvé. Pourquoi Marcus Garvé? On va dire que Marcus Garvé, c'est. Pour ceux qui auront l'occasion de faire des recherches, comprendront que c'est quelqu'un qui n'est jamais venu en Afrique, mais qui a beaucoup œuvré pour l'Afrique. Parce que pour lui, il est né dans le Caraïbe, en Jamaïque. La Jamaïque, à un moment donné, il s'est retrouvé aux États-Unis dans son parcours. Et les États-Unis ont vraiment mobilisé beaucoup de Noirs là-bas. Il a œuvré beaucoup pour que les Noirs repartent en Afrique. Il avait même acheté déjà des terres au Nigeria. Et peut-être c'est même ça qui a fait que beaucoup d'Américains ont pensé au Nigeria. Parce qu'il avait déjà ça. Il avait déjà monté même une société, Black Star Line. Et c'est de ce nom-là que le président Nkrumah a pris le nom pour donner à tout ça qu'on attend le Black Star du Ghana par rapport à sa société. Et lui, il voyait que bon, pour que les Noirs ne dépendent plus des autres, il faut qu'on ait notre industrie, notre religion, nos pasteurs, nos machins, tout ça. Et il avait une compagnie d'infirmières qui ne soignait que des Noirs. Il n'était que des Noirs, qui ne soignaient que des Noirs. Et il avait loué des bateaux, il devait transporter des Noirs. On faisait aussi des poupées noires pour les enfants, pour qu'ils aient d'autres modèles de société. Donc on va dire que bon, c'est vrai que son histoire est vraiment méconnue quand même. Mais je ne sais pas pour ceux qui peuvent traduire. Ça c'est une de ses citations. En gros, ça veut dire que si le noir ne fait pas attention, il va boire le poison. Le poison de la civilisation continue vers il mourra de ce poison. Donc c'est peut-être ça qu'on est tous en train de vivre actuellement avec tous les bars, tous les boîtes de nuit et les pédophiles et comme ça.
Donc tout ceci m'amène au thème de notre échange aujourd'hui, qui réussit en restant africain. Bon, j'ai mis cette photo parce que peut-être dans notre imaginaire, parfois on a l'impression que, comme les autres pays nous traitent toujours en jeune garçon, on a l'impression qu'on est petit. On a l'impression que les Chinois sont tellement grands, l'Inde c'est tellement grand, les États-Unis c'est tellement grand. En fait, dans cette photo qu'on ne voit pas très bien là-bas, il y a plusieurs, bon là il y a la Chine, il y a plusieurs continents là, donc, en fonction de la superficie, qui sont englobés dans la superficie de l'Afrique. Il y a la Chine, l'Inde, l'Europe, les États-Unis, c'est pas toute l'Amérique, c'est les États-Unis, et l'Australie. Donc tous ces pays-là, superficiellement, on les mélange et ça fait l'Afrique. L'Afrique fait 30 millions de kilomètres carrés. Et de l'autre côté, il y a la liste de la superficie de chaque pays. Donc si déjà mentalement, c'est que... Maintenant, quand on dit que l'Europe est quelque part ici, si on dit que l'Europe doit être un des deux là, si on dit que l'Europe ne fait même pas, je ne sais pas, 2 pays africains, comment est-ce que peut-être un petit pays comme la Belgique va venir se positionner, va venir se mettre devant un Congolais et lui dire que bon, moi je suis plus grand que toi. Parce que mentalement, les Belges ils ont l'impression qu'ils sont grands. Mais quand on va leur monter ça, ils vont, en tout cas même aux Congolais, peut-être ça peut charger les choses dans leur cerveau. Donc réussir à rester africain, ça signifie quoi déjà? Il faut déjà s'entendre peut-être sur le terme réussir. C'est ce que chacun de nous a ce qu'il entend dans son cerveau quand il dit réussir. D'autres pour réussir, si j'ai des enfants, j'ai réussi. D'autres si j'ai peut-être une grosse voiture, j'ai réussi. D'autres si je suis directeur, j'ai réussi. D'autres si je suis, je ne sais pas, si je vais au village, je fais mon champ, je vais réussir. Je pense que tout ça aussi, ça vient de la façon dont on nous a éduqués. Du système de valeurs selon lequel on nous a éduqués. Actuellement, vu qu'on vit dans une société un peu occidentalisée, on va dire qu'on a l'impression que le système de réussite, c'est de vraiment avoir tout pour soi. Et c'est vraiment un ami là qui m'a fait penser à une analogie entre 2 jeux. Donc, un jeu qui s'appelle le Monopoly. On va dire que chacun imaginera dans sa tête quel système de valeur c'est. Et un jeu qui s'appelle le Songo. Je ne sais même pas si j'ai bien écrit, qui est un jeu d'ici là. Bon, à la fin du Monopoly, il y a un gagnant qui a ramassé toute la mise et le reste, bon, n'a plus rien. Et à la fin du Songo, bon, c'est vrai qu'il y a toujours un gagnant, mais chacun a au moins quelque chose. Bon, c'est pour montrer qu'on essaye de créer quand même, dans une valeur, il y a un gagnant. Donc, comme ici, là, dans les sociétés, on va t'embaucher parce que tu es un killer, tu es un tueur. On va te prendre, tu vas gérer, tu vas manager les gens. Que la société ait toujours les milliards. Bon, ceux qui travaillent, on s'en fout. On a une autre société, la même société, on va la donner à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle ne va pas faire d'autres bénéfices parce qu'il va essayer de voir comment celui-ci est malade. Ok, il va m'appeler, il ne va pas venir aujourd'hui. Bon, on va essayer de l'aider à soigner sa mère, donc il consort. Donc c'est pour monter un peu les 2 systèmes de valeurs. Donc la réussite en fonction du système de valeurs n'est pas la même. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce qu'on entend par réussir? Déjà, peut-être le respect africain, c'est, selon moi, respecter nos valeurs. Bon, même respecter les valeurs, il faut déjà les connaître. Et prendre comme référence dans tout ce qu'on fait l'Afrique. C'est-à-dire que même si, je ne sais pas, si c'est aussi qui veut être au pouvoir, s'ils prennent le pouvoir en pensant qu'ils vont peut-être travailler pour aider la Chine, ils seront pas, on ne va pas dire qu'ils sont africains, c'est pas facile, ils sont peut-être camerounais, tout ça. Celui qui veut fabriquer peut-être une voiture, qu'est-ce que sa voiture va apporter comme plus-value à l'Afrique? Qu'est-ce que ça va nous servir à quoi en dehors du fait qu'il va dire que bon, j'ai inventé quelque chose? Est-ce que celui qui a inventé la dynamite, qui s'appelle comme par hasard Nobel, qui a créé le prix Nobel, c'est à partir de son nom qu'on fait le prix Nobel de la paix. Est-ce que lui, son invention est aussi bien que celui qui a créé, je ne
je sais pas, le vélo pour pouvoir se déplacer là sans problème. Je ne pense pas. Donc, il faut qu'on mette l'Afrique au centre de tout ce qu'on fait. Et mettre l'Afrique au centre de sa propre réalité. C'est ça qui rejoint l'autoréférentialité de la vue à Montréal. Et selon les valeurs africaines, vu que nous, on ne vit pas pour nous-mêmes, on vit, même l'enfant qu'on a, c'est pas notre enfant en tout cas. Donc, quand une femme accouche, quand une famille a des problèmes, une famille a le deuil. Donc, pour moi, réussir en tant qu'Africain, c'est déjà arriver à être en harmonie avec soi-même. Et être en harmonie avec soi-même peut te pousser à être en harmonie avec les autres, qui sont aussi une partie de toi. Si on arrive à penser que tout le monde est divin, on va comprendre que le divin qui est en moi, lui aussi, il y a un divin en lui. Donc si je ne suis pas en harmonie avec lui, ça veut dire que je ne suis pas en harmonie aussi avec moi. Et être en harmonie avec toutes les autres forces, selon les croyances de chacun. Peut-être pour fixer un peu les décors, ça c'est des choses qui ont déjà été démontrées par, entre autres, on va dire, le plus connu c'est Cheikh Anta Diop, qui a fait beaucoup d'études, qui nous a laissé beaucoup d'ouvrages. Et grâce à ces travaux, même l'UNESCO a sorti même une liste de livres. Et il y a déjà des postulats sur lesquels normalement on doit discuter. Le premier, c'est que l'humanité vient d'Afrique. Quand on dit l'humanité, quel que soit le stade de l'humanité, quel que soit le stade de l'humain. Ici, là, on va prendre le dernier qu'on appelle Sapiens Sapiens. Il est né en Afrique, dans la région du Grand Lac. Bon, ça varie, parfois on parle de 150 000, 200 000, parfois 300 000 ans. Ce qui est sûr, c'est que le premier être humain vient d'Afrique. Il vient de la région du Grand Lac. Et le fait qu'il vienne de cette région-là, fait qu'il ne pouvait être que noir. Il ne peut être que noir parce qu'il y a des lois physiques et chimiques qui font que s'il était d'une autre race, on va dire, il n'aurait sûrement pas survécu aux conditions météorologiques. Et toutes les autres races, quelles qu'elles soient, aujourd'hui, sont issues de cette race. Donc, des populations qui sont venues des Grands Lacs. Donc, elles sont quittées, elles ont immigré en Europe, parce que après le noir, on est passé à la population blanche. Après, c'est peut-être des biologistes qui peuvent savoir par quel phénomène. On va dire la biosynthèse de la vitamine D. C'est passé du noir au blanc. Et c'est à partir même du noir et de celui qu'on appelle blanc que découlent tous les autres. Donc aucun chinois n'est antérieur au blanc et aucun blanc n'est antérieur au blanc. La différenciation raciale, là, le mot race est venu après, on va utiliser ça pour que chacun comprenne. En France, entre moins 40 000 ans et moins 20 000 ans, entre la France et l'Espagne. Et c'est ce qu'on appelle l'homme de Grimaldi. Il y a un crâne, ceux qui ont peut-être un jour l'occasion d'aller à Monaco, ils ont dans un musée le premier prototype de leur ancêtre. Et cet homme de Grimaldi a été encore noir. Et sur le bout d'un certain nombre de processus, on va dire ses descendants sont devenus blancs avec la température. Et c'est vrai que même si quelqu'un vit ici, là, s'il va faire, c'est pas 5 ans même au Canada, là, il va revenir un peu plus clair. Bon, il faut voir ça sur 100 ans, sur 1000 ans, sur 10 000 ans. Là, c'est sur 20 000 ans. Parce que, bon, vu comme ça, on a l'impression que, bon, comment il peut être noir, mon fils est blanc, alors qu'on est que des noirs. 6 mois déjà, en un voyage de 2 mois, éclairci, au bout d'un voyage de 20 000 ans, qu'est-ce que ça va devenir? Et la Terre, donc, jusqu'à 20 000 ans, jusqu'à moins 20 000 ans, était peuplée que de noirs. Donc, s'il y a une invention qui s'est passée, s'il y a quelque chose qui s'est passé sur la Terre avant moins 20 000 ans, ça peut être fait par un noir, par un Africain. Et moins 15 000 ans, là même, c'est les datations pour expliquer ce qu'on appelle l'homme de chancelard, l'ancêtre des Asiatiques, qui sont ceux qui ont suivi les Blancs.
La question qui était posée dans ce que la ministre stratégie l'avait mis, c'était sur quel modèle de réussite, de succès nous fondons, vous fondez, et qui est-ce qu'on va prendre comme référence, quel que soit le domaine. En tout cas, pouvons-nous prendre comme référence l'Afrique. Pour prendre aussi une référence, il faut en être fier. Si je veux être ingénieur astronome, si j'ai quelqu'un dans ma famille qui a déjà fait dans ce domaine, c'est peut-être lui que je serais tenté à prendre comme modèle. Maintenant, si tout le monde est, je sais pas, si tout le monde est ivrogne chez moi, bon, ce sera difficile. Donc, ça veut dire que bon, pour répondre à cette question, peut-être il faut déjà trouver que l'Afrique peut déjà avoir produit quelque temps, à un moment donné, quelque chose dont on puisse être fier. Après, être fier ne veut pas dire que bon, on est fier, on s'assoit et puis on le fait. Mais ça détruit déjà certains concepts qu'on a dans la tête. Et comment prendre avantage des richesses africaines pour réussir dans votre vie. Donc on va essayer peut-être ensemble de discuter et voir comment concrètement, tout n'est pas de dire que bon, on était ici, on a fait ça, mais est-ce que dans ma vie, si je suis politicien, si je suis informaticien, si je suis mathématicien, est-ce que ça va m'aider de dire que je suis africain? J'ai pris la définition de ce mot parce que il y a beaucoup de discussions. On me dit que bon, vu que tu me dis que tu veux rentrer dans en tradition africaine, nous on veut rester dans la modernité. On est dans le modernisme. En croyant que bon, tout ce qui existe là, le modernisme et la tradition doivent s'affronter.